Maliennes, Maliens, Aoniche, Africaines, Africains, je vous salue. Jambo, Bana, Bibara, Ala, Ita, Bibaramo, Mbote, Mbolo, Inakawana. Je vous salue, mes Yirabé, mes Lapte, mes Tchatezé. Je vous salue à travers tout le continent natal de l'homme. Nous sommes le 26 septembre 2025 et nous venons de le vivre un jour historique de plus. Une journée bénie par le Tout-Puissant à travers nos ancêtres angélisés vient d'avoir lieu, car la vérité justice a éclaté et brillé de ses 1000 feux depuis l'Assemblée générale des Nations Unies où s'est exprimé l'homme à la parole orthogonale. Le général de division, Dr Abdoulaye Maïga, Premier ministre de la République du Mali. Oui, pendant près d'une demi-heure, il a parlé et les murs de la vieille institution onusienne ont vibré. Il a parlé et le diapason de nos cœurs ajustés au sien battait. Il a parlé et toutes les Africaines et tous les Africains sur tous les continents se sentaient représentés par le verbe sacré qui surgissait de ses lèvres. Il a parlé et nous avons jugé qu'à travers ces mots, nous avons parlé. Je voudrais faire d'abord des observations du point de vue de la forme du discours du 26 septembre 2025 du Premier ministre Abdoulaye Maïga avant de m'intéresser aux thématiques de fond. D'abord, du point de vue de la forme, ce discours est caractérisé par la manifestation de la puissance maîtrisée. L'homme qui s'est présenté devant l'Assemblée générale des Nations Unies se sentait fort du fait qu'il représentait en tant que porte-parole 3 chefs d'État rassemblés dans la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, à savoir les présidents Assimi Goïta du Mali, Abdourahmane Tiani du Niger et Ibrahim Traoré du Burkina Faso. L'homme qui s'est présenté devant l'Assemblée générale des Nations Unies savait qu'il est un représentant, porte-parole d'une puissance terrestre qui est désormais reconnue en Afrique de l'Ouest et qui commence à être pleinement reconnue dans le monde. Elle s'appelle l'AES. Il ne parlait pas uniquement pour le Mali, ou uniquement pour le Burkina, ou uniquement pour le Niger. Il parlait pour le Sahel. Le Sahel, grande puissance émergente de l'Afrique contemporaine. Oui, l'homme qui a avancé de son pas magistral, solennel, posé et pesé vers la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies savait qu'il était porteur de paroles de plusieurs millions d'hommes, qu'il parlait pour 2 800 000 km². Il savait qu'il parlait aussi pour la puissance émergente la plus admirée des Africains du continent et des diasporas, l'AES, Alliance des États du Sahel, Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ayant confiance en sa puissance, ayant la certitude de porter la parole de grands dirigeants aimés des peuples africains, ayant la certitude de porter la parole de l'espérance africaine de ce 21e siècle, Abdoulaye Maïga avançait avec le calme, avec la détermination pondérée
et mesurée de ceux qui ont sur leurs épaules le poids de l'histoire et le courage de la mettre en marche, toujours davantage, afin que s'accomplisse ce qui est écrit là-haut. Si ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, c'est avec la conviction d'incarner par toutes les forces rassemblées dans ses propos l'espérance du monde africain que cet homme s'est placé devant tous les hommes. J'ai été impressionné par le calme, la maîtrise, l'énergie dominée du Premier ministre Abdoulaye Maïga à l'Assemblée générale des Nations unies. On peut donc appeler ce discours le discours de la puissance maîtrisée. Le discours de la puissance maîtrisée. Jusque dans sa gestuelle, il ne s'est pas embarrassé du moindre geste ostentatoire ni brusque. Il s'est contenté d'habiter la place du pouvoir. En tant qu'Africain représentant les grands chefs d'État du Sahel, représentant les grands peuples du Sahel, il savait que l'histoire est de notre côté. Je tiens aussi à vous dire qu'on a écouté pratiquement depuis 19 heures, temps universel, 3 allocutions avant l'intervention du Premier ministre Abdoulaye Maïga, Premier ministre de la République du Mali. Mais des 4 allocutions que j'ai écoutées, parce que moi j'étais branché depuis 19 heures, temps universel, c'est-à-dire 15 heures probablement l'heure de New York aux États-Unis, j'étais branché sur le direct de l'Assemblée générale des Nations unies. J'ai donc écouté 3 allocutions avant. L'allocution la plus applaudie, la plus attendue, la plus saluée, la plus aimée, à l'unanimité de ceux qui étaient présents dans la salle de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est l'allocution d'Abdoulaye Maïga. Elle n'était pas seulement attendue par les Africains, elle était attendue par le monde entier. Il était incontestablement, en tant que représentant du Sahel, la grande star de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais pourquoi cette parole était-elle attendue? Mais parce qu'il y a longtemps que l'Afrique avait été sevrée d'une parole forte. Depuis que sont partis les Mandela, les Kadhafi, depuis que sont partis les Sankara, les Lumumba, depuis qu'ont disparu de cette surface de la terre les Samora Machel, depuis que sont partis de ce monde les Agostinho Neto, depuis que Cabral n'est plus là, qu'Ahmed Sékou Touré n'est plus là, que Modibo Keïta n'est plus là, depuis que Ruben Oumnioben, Félix Moumié, Wandié Ernest ne sont plus là, depuis que Lumumba Patrice n'est plus là, depuis que Gamal Abdel Nasser n'est plus là, Namdi Azikiwe n'est plus là, depuis qu'ils sont partis. Ils sont partis, ceux qui portaient notre voix. Ils sont partis, les grands Africains de l'histoire. J'entends leur douce voix crier, revenez, revenez. Avec l'alliance des États du Sahel, on entend de nouveau la voix de l'Afrique sur les toits du monde. Avec l'alliance des États du Sahel, quand on monte là, sur les planches de l'ONU, pour le Burkina Faso, souvenez-vous, un Bassolma Bazié ou maintenant Rim Talba, Jean-Emmanuel, Ouedraogo. Quand maintenant monte un Abdoulaye Maïga, quand monte, maintenant un Ali Mahaman Lamine Zen, sur les planches de l'ONU où, depuis très longtemps, on n'a plus entendu dire une vérité.
qui blesse certes le monde, mais qui honore et élève l'Afrique. En fait, on avait pris l'habitude de ne plus regarder les assemblées générales de l'ONU. Dites-moi, vous qui suivez en direct cette émission, combien d'entre vous aviez regardé les assemblées générales de l'ONU avant l'émergence de l'AES? Avant le commencement de la révolution malienne, la révolution burkinabé, la révolution nigérienne du XXIe siècle, avant que l'AES n'émerge, combien d'entre nous n'avaient plus regardé les assemblées générales de l'ONU? La plupart de ceux qui suivent cette émission ce soir reconnaîtra, cette plupart, que les assemblées générales de l'ONU sont redevenues intéressantes parce que l'Alliance des États du Sahel a été fondée, que la révolution panafricaine du XXIe siècle s'est remise en route. Sinon, la plupart des Africaines et des Africains à travers le monde ignoraient même qu'il y avait des discours de qui que ce soit à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, en fait, Abdoulaye Maïga, avec ses compagnons de l'AES, les grands dirigeants africains de l'AES qu'il était chargé de représenter, nous ont redonné envie de suivre ce qui se passe à l'ONU. C'est-à-dire, en réalité, de nous immerger dans la politique internationale. Et voilà la force symbolique de la forme de ce que nous avons entendu. Sans plus tarder, intéressons-nous maintenant à la deuxième partie de notre analyse. La deuxième partie de notre analyse va porter sur le contenu de l'allocution. L'allocution a été extrêmement puissante. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga n'a pas fait dans la dentelle. Il a déconstruit l'impérial terrorisme, il a déconstruit le deux poids deux mesures des puissances qui parrainent le terrorisme contre les Africains. Il a déconstruit la logique du monde unipolaire, hégémonique, impérialiste, néocolonialiste, raciste, colonialiste et négrier de l'Occident. Et il a tracé la route du multilatéralisme africain avec beaucoup de courage. Rentrons maintenant dans l'économie du discours. Partagez. Nous allons entrer dans la deuxième partie de cette émission d'analyse. Deuxième partie de notre analyse, le contenu du discours. Le discours est construit globalement en 13 parties. Mais ces 13 parties sont en réalité globalement analysables comme discours descriptif, discours argumentatif et discours invocatif. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga décrit. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga argumente. Et enfin, le Premier ministre Abdoulaye Maïga invoque. Le discours est une description, le discours est une argumentation et le discours est une invocation. Commençons par la première partie, en tout cas l'élément descriptif. Que nous décrit dans ce discours le Premier ministre Abdoulaye Maïga? Il nous décrit exactement la situation du Mali, la situation du Sahel, la situation de l'Afrique contemporaine. Alors, il est important que vous preniez conscience du fait que le Premier ministre Abdoulaye Maïga insiste sur le fait qu'il n'est pas venu à l'ONU s'adonner à une prestation rhétorique personnelle. Il n'est pas venu à l'ONU s'exprimer pour ainsi dire, laisser son nom à lui dans l'histoire. Par là, ce Premier ministre marque une loyauté et une fidélité exemplaires aux chefs d'État qui lui ont délégué la parole. Il rappelle qu'il vient parler
sur investissement et mission express de l'actuel président de la Confédération d'Alliance des États du Sahel. Le président de la transition du Mali, chef de l'État, son Excellence, Monsieur le général d'armée Assimi Goïta, le président du Burkina Faso, son Excellence, Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la République du Niger, son Excellence, Monsieur le général d'armée Abdourahmane Tiani. C'est-à-dire que le Premier ministre Abdourahmane Maïga fait d'abord acte d'effacement. Il dit, ignorer à la limite que c'est moi seul, que c'est moi qui suis en train de parler. Considérez ma parole comme l'expression de la volonté de nos plus hautes autorités. Considérez ma parole comme l'expression des aspirations profondes de notre population. Par cette manière de parler, le Premier ministre Abdoulaye Maïga refuse de faire de la tribune des Nations Unies un espace d'autopromotion, mais le lieu où s'exprime la parole du peuple africain. Une fois qu'il a fait cela, il commence donc à décrire la situation du peuple africain. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? L'Afrique est en proie à une immense invasion terroriste qui n'est rien d'autre que l'instrumentalisation de sponsors étatiques étrangers. Ce sont les mots du Premier ministre Abdoulaye Maïga. Les groupes armés terroristes sont instrumentalisés par des sponsors étatiques étrangers. Mais qui sont ces sponsors étatiques étrangers? Il s'agit des grandes puissances de l'OTAN qui ont détruit la Libye, assassiné Muammar Kadhafi, en association avec les deux grandes organisations terroristes créées par les services otaniens, à savoir Al-Qaïda, créée dans les années 80 par les services américains, et l'État islamique créé dans les années 2000 par les mêmes services sous l'administration de Barack Hussein Obama, comme l'a révélé très clairement le président américain Donald Trump. Monsieur Trump, c'est vous, vous êtes président américain aujourd'hui, c'est vous qui avez clairement dit aux Africains qui a créé l'État islamique, qui a créé l'organisation qui ensanglante actuellement le continent africain. Et c'est toujours important dans ces moments-là que les gens sachent de qui parle le Premier ministre. C'est qui? Les sponsors étrangers du terrorisme. Monsieur Trump, vous pouvez toujours le rappeler ici, je crois que vous n'êtes pas très loin, dites-le. Donald Trump, dites-nous qui a créé l'État islamique. Je vais vous le montrer le disant pour qu'il ne soit pas dit que c'est moi qui l'ai dit et que ceux qui ne savent pas ne rêvent même pas de m'en attribuer les propos. Monsieur Trump, qui a créé l'État islamique? Je lui donne la parole. L'État islamique, ok. Allez-y. Qui a créé l'État islamique, Monsieur Trump? Vous avez la parole. Qui a créé l'État islamique? Allez-y. Parlez. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe dit... Je vous redonne les mêmes propos, cette fois-ci encore plus clairement. Propos tenus il y a 9 ans. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense.
ISIS will hand her the Most Valuable Player Award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en pointant du doigt l'inexpérience du candidat républicain sur les questions internationales. Cela dit, dans le camp démocrate, on sait que... Si ce que Trump avait dit était faux, il fallait lui porter plainte pour diffamation. Il aurait perdu au tribunal et l'équipe d'Hillary Clinton aurait gagné beaucoup d'argent. J'ai démontré dans mon ouvrage L'impérial terrorisme, qui a été édité pour la première fois ici au Mali, cette année, j'ai entièrement démontré que les groupes terroristes que nous connaissons aujourd'hui en Afrique sont en effet l'émanation des services de renseignement occidentaux. C'est une thèse scientifique. L'histoire d'Al-Qaïda n'est pas difficile à établir. Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par les services américains pour combattre en effet les soviétiques qui, à l'époque, avaient envahi l'Afghanistan. C'est dans ces conditions qu'a été créée l'organisation terroriste Al-Qaïda. Quant à l'organisation terroriste État islamique, elle est également reconnue, comme le rappelle Donald Trump, comme étant l'émanation des services américains sous Obama et sous Clinton. Mais il y a mieux. L'actuelle chef du renseignement américain, elle s'appelle Madame Tulsi Gabbard. Elle a avoué devant une commission du Sénat américain que tous les groupes terroristes connus au Moyen-Orient et qui opèrent en Irak, en Afghanistan, en Syrie, qui opèrent en Libye et dans le Sahel, sont des groupes qui ont reçu des financements officiels et directs, des fonds américains, des fonds officiels américains. Monsieur Elon Musk, qui un temps a été directeur de l'agence qu'on appelle la DOGE, une agence de la bonne gouvernance aux États-Unis, a lui aussi publié les preuves directes de financement versées par le Trésor américain aux organisations terroristes. Au point que Tulsi Gabbard est allée plus loin. Elle est encore en place aux États-Unis. Elle a dit qu'elle avait honte que les puissances occidentales et les puissances de l'OTAN fassent ami-ami avec des terroristes qui ont dansé lorsque le 11 septembre 2001, des milliers d'Américains ont été tués à New York par l'attentat du World Trade Center. Donc, le Premier ministre Abdoulaye Maïga rappelle au monde entier que l'Afrique n'est pas l'objet d'une guerre religieuse. L'Afrique est l'objet d'une guerre de recolonisation impérialiste déguisée derrière le terrorisme. Le Premier ministre du Mali, Abdoulaye Maïga, rappelle que l'Afrique sait parfaitement qui est derrière Al-Qaïda et l'État islamique, qui est avec Al-Qaïda et l'État islamique. Ce sont les mêmes qui ont attaqué la Libye avec Al-Qaïda et l'État islamique, à savoir donc les puissances de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient. Et on sait que ce sont les mêmes qui ont attaqué l'armée malienne à Tinzaouaten au mois de juillet 2024. On sait que ce sont les mêmes qui organisent l'infiltration d'armes, de renseignements, d'argent pour maintenir l'Afrique à feu et à sang à travers les pays entourant l'Alliance des États du Sahel. Donc, le premier travail abattu par le discours du Premier ministre Abdoulaye Maïga, c'est de poser un diagnostic clair de la situation géopolitique et géostratégique de l'Afrique aujourd'hui. Mieux, il va plus loin. Il dit que l'Afrique est en guerre et il donne le nom de cette guerre. Cette guerre est une guerre hybride. Que signifie l'expression guerre hybride? La guerre hybride est une guerre qui est menée contre un pays en se cachant derrière des groupes, en se cachant derrière des prétextes inavoués. Une guerre hybride, c'est une guerre qu'une puissance mène contre une autre en se cachant derrière des voiles. Le terrorisme, l'impérial terrorisme comme nous l'avons appelé, est une guerre hybride. Pourquoi? Parce que c'est l'OTAN et ses alliés du Moyen-Orient qui attaquent l'Afrique à travers de soi-disant organisations religieuses, qui sont en fait des groupes de mercenaires à la solde de la volonté des puissances de l'OTAN et du Moyen-Orient de continuer à contrôler les richesses de l'Afrique. Le mot hybride signifie une guerre de la duplicité, une guerre où l'ennemi se cache sous un faux nom, une guerre où l'ennemi se voile, se masque, où l'ennemi se déguise. Dans le cas d'espèce, on instrumentalise la belle religion musulmane, on salit le concept sacré de djihad qui renvoie au combat contre le péché, et on ose appeler djihadistes des gens qui ne sont ni musulmans, ni adversaires du péché, mais qui sont simplement des missionnaires, des drogués, des narcotrafiquants, des bandits
payé pour assassiner les Africains, déloger les Africains des parties les plus riches de leur continent pour que les multinationales occidentales et les multinationales du Moyen-Orient viennent continuer à piller l'Afrique. Voilà pourquoi le Premier ministre Abdoulaye Maïga est allé plus loin dans la description de l'environnement géostratégique et géopolitique. Il a expliqué que l'Alliance des États du Sahel est obligée de mener la guerre de résistance et de libération du sous-continent africain sahélien face à des États qui ont offert leur territoire en couloir et base arrière aux groupes terroristes. Mais quels sont ces États au pluriel qui offrent leur territoire sous forme de couloir et de base arrière aux groupes terroristes? Ces États sont clairement les États qui entourent l'Alliance des États du Sahel et qui sont soumis à l'OTAN et qui sont les bases arrières d'Al-Qaïda et de l'État islamique. On peut les citer sans difficulté. L'Algérie, on peut la citer, la Mauritanie, on peut la citer, on peut citer le Bénin, on peut citer le Ghana jusqu'à un certain point, on peut citer tranquillement et sans difficulté la Côte d'Ivoire. Ce sont des États dans lesquels les groupes terroristes ont la possibilité de prospérer tranquillement et de harceler l'Alliance des États du Sahel. Bon, on cite la Mauritanie parce que cela a été révélé plusieurs fois. Il y a une journaliste française, Anne-Fleur Lespio, qui a fait un reportage pour France Télévisions et pour Arte. Elle a avoué qu'elle était entrée en territoire malien en compagnie des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique et des soi-disant rebelles du Front de libération de l'Azawad. C'est Anne-Fleur Lespio qui a reconnu, qui a avoué qu'en bonne entente avec les terroristes, elle est entrée au Mali à partir de la Mauritanie. C'est un fait. L'autre fait concernant la Mauritanie, c'est l'intelligence russe qui l'a révélé quand elle a démontré que l'ambassade de l'Ukraine en Mauritanie joue un rôle essentiel dans le transfert de matériel et de moyens aux groupes terroristes qui opèrent dans le Sahel. Le Sénégal, pourquoi est-ce que je le cite? C'est évident. Dans l'attaque de Tinzaouaten au mois de juillet 2024, eh bien, l'ambassadeur ukrainien basé au Sénégal a avoué dans une vidéo publique qu'il avait participé au montage, en bonne entente avec les groupes terroristes Al-Qaïda et l'État islamique, le montage de l'attaque de Tinzaouaten contre l'armée malienne et ses alliés russes a été fait avec la contribution active de l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, avec lequel le Sénégal n'a pas rompu, je vous le rappelle, les relations diplomatiques, mais, eh bien, simplement, ambassadeur d'Ukraine auquel le Sénégal avait adressé des remontrances verbales. Donc, à partir de cet épisode de Tinzaouaten et la complaisance des autorités sénégalaises envers l'ambassadeur terroriste d'Ukraine, on sait que le Sénégal a une certaine faiblesse avec les forces qui alimentent la déstabilisation du Sahel. Pourquoi citons la Côte d'Ivoire? Ça, c'est banal. L'essentiel des déstabilisations au Mali, des déstabilisations au Burkina Faso et au Niger ont été menées tambour battant par le régime d'Alassane Dramane Ouattara. On se souvient de l'épisode des 49 mercenaires de Wagner en 2022. On se souvient de l'audio qui a fuité de l'entretien entre Alassane Dramane Ouattara et Boubou Cissé, ancien Premier ministre du Mali, révélant la volonté de déstabilisation du Mali chez Ouattara. On se souvient de la série de coups d'État qui ont été tentés au Burkina Faso et comment Alassane Ouattara a cru contrôler le Burkina Faso quand il avait encore la main sur le régime de Paul-Henri Sandaogo Damiba ou avant cela celui de Roch Christian Kaboré. Alors, on se souvient qu'Alassane Dramane Ouattara fait partie des dirigeants ouest-africains qui se sont portés aux avant-gardes de la tentative d'agression contre le Niger. Il avait ouvertement annoncé la création d'un bataillon de 1500 hommes qui devait attaquer le Niger au nom de la CEDEAO. Donc Alassane Dramane Ouattara est un terroriste sous-régional incontesté et incontestable. C'est un terroriste et cela ne date même pas simplement de la crise de 2022 avec le Mali. Cela date de son avènement dans la vie publique en Côte d'Ivoire. Il est au cœur de toutes les déstabilisations que la Côte d'Ivoire a connues depuis 1989. Donc, on peut le citer. On peut citer le Bénin de Patrice Talon. Pourquoi? Parce que plusieurs fois ces dernières années, notamment,
le Niger et le Burkina Faso ont révélé l'activité de groupes terroristes et de parrains outaniens du terrorisme en territoire béninois, où ont été préparés un certain nombre d'assauts contre les frontières et les territoires nigériens, bref, contre l'AES. Des localisations précises de ces bases d'entraînement des terroristes ont même été dévoilées par les autorités nigériennes à un moment donné. Le président Abdourahmane Tiani étant connu pour ne pas appeler un chat un animal poilu qui miaule, mais un chat, un chat. Quels sont les pays que j'ai cités pour qu'aucun d'entre eux ne prétende que nous l'avons cité par hasard? Le Ghana a été accusé, notamment sous l'ancien régime de Nana Akufo-Addo, d'être une base arrière de terroristes. Et ça, c'est une enquête de l'agence européenne Reuters qui a montré que le Ghana de Nana Akufo-Addo avait une certaine complaisance envers les terroristes qui venaient se ravitailler, s'armer, se préparer et se protéger dans son territoire. Donc, on sait globalement que la CEDEAO, et on y ajoute donc l'Algérie et la Mauritanie, sont des territoires qui sont propices aux groupes terroristes et qui leur servent de base arrière. Voilà la description de la situation. Mais restons dans cette description. Le Mali a rappelé que le terrorisme dans le Sahel et plus largement en Afrique ne serait pas fonctionnel sans deux États, l'un de l'Europe de l'Est et l'autre de l'Europe de l'Ouest, qui sont à l'avant-garde de la déstabilisation de l'Afrique, à savoir le régime français du président Macron, d'une part, et le régime ukrainien du président Zelensky. À propos du régime français, le Premier ministre malien a rappelé que depuis le 15 août 2022, le Mali a demandé à pouvoir démontrer, lors d'une réunion spéciale extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Mali a demandé à pouvoir démontrer par A plus B que la France arme, renseigne, finance, soutient, médiatise les groupes terroristes. L'ONU a refusé. Pourquoi? Parce que la France, possédant le droit de veto au Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, a empêché une décision, une résolution de l'ONU d'être prise en ce sens. Les alliés traditionnels de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'intérieur de l'OTAN ont fait de même, à savoir les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Ça a été l'occasion de décrire très clairement le statut et le rôle terroriste de l'État ukrainien actuel de Zelensky. Ce qui est intéressant ici, c'est que le Premier ministre Abdoulaye Maïga nous révèle que l'Ukraine est devenue en réalité le chemin d'une triangulation. On donne des armes à l'Ukraine pour que l'Ukraine les donne aux terroristes en Afrique. Il y a un nouveau commerce triangulaire terroriste qui vient d'être révélé par le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Des puissances de l'OTAN qui déstabilisent l'Afrique passent par l'Ukraine pour fournir les terroristes africains. Donc on donne des drones à l'Ukraine, on donne des armes de poing à l'Ukraine, on donne des munitions à l'Ukraine, et l'Ukraine, qui est donc moins directement contrôlée par les pays africains et par la communauté internationale, l'Ukraine, quant à elle, se charge de les remettre aux terroristes au Sahel. D'ailleurs, l'ambassadeur ukrainien au Sénégal et un directeur de l'administration centrale de la sécurité ukrainienne ont reconnu avoir activement aidé Al-Qaïda et l'État islamique à attaquer le Mali et ses alliés russes. C'est par là qu'on a pu savoir qu'en fait l'Ukraine était le canal par lequel la guerre est nourrie au Sahel. Les armes qu'on donne à l'Ukraine se retrouvent au Sahel. L'Ukraine est donc en réalité le médiateur d'un commerce triangulaire terroriste organisé par des puissances terroristes de l'OTAN contre l'Afrique. Voilà ce qui a été révélé par le Premier ministre Abdoulaye Maïga à ce sujet. Il a insisté, en prenant pour cible l'Ukraine, sur le fait que manifestement, à la tête de l'Ukraine, il y a quelqu'un qui aurait confondu son métier de base, à savoir la comédie, il s'agit de Zelensky, et la politique. La politique, c'est le service du bien commun. Et manifestement, M. Zelensky, qui s'associe à tous les coups fourrés contre les Africains, n'a pas compris que la finalité de la politique, ce n'est pas de nuire, c'est d'arranger. Ce n'est pas de détruire, c'est de servir. La finalité de la politique, c'est d'améliorer le monde et de transmettre aux générations suivantes des conditions meilleures que pour les générations précédentes.
Au niveau de la description, dans ce discours, ça a vraiment été l'élément essentiel. Maintenant, je passe au deuxième élément essentiel du contenu du discours. J'ai parlé de la description pour commencer. Ensuite, maintenant, je vais parler de l'argumentation. Il y a une autre partie du discours qui est consacrée à argumenter. Argumenter contre les ennemis du Mali, contre les ennemis de l'AES, contre les ennemis de l'Afrique. Il y a ici, dans ce discours, une charge spéciale qui est réservée à trois principaux ennemis de l'Afrique. On a déjà parlé de l'Ukraine et de la France. Ce discours n'insiste pas sur l'Ukraine et la France parce qu'elles ont déjà fait l'objet d'un traitement lourd. Ce discours va insister sur un ennemi déclaré, un ennemi singulier. Cet ennemi singulier et qui s'affiche de plus en plus contre l'Alliance des États du Sahel, c'est bien sûr le régime algérien d'Abdelmajid Tebboune. Le régime algérien d'Abdelmajid Tebboune est la cible principale de l'argumentation de ce discours. D'abord, le Premier ministre Abdoulaye Maïga rappelle astucieusement à Abdelmajid Tebboune que l'Algérie, on va voir combien de millions de kilomètres carrés elle a. Algérie, je vais simplement rappeler la superficie de l'Algérie. Superficie de l'Algérie. Superficie de l'Algérie. Je vais vous donner la superficie exacte de l'Algérie. Parce qu'en fait, le Premier ministre parle à l'Algérie. Le Premier ministre parle à l'Algérie en termes de rapport de force. Abdoulaye Maïga évoque un rapport de force avec l'Algérie. Pourquoi? Il rappelle à l'Algérie que le Mali n'est pas le seul à parler là sur la tribune des Nations Unies face à elle et contre elle. Il dit à l'Algérie implicitement, toi l'Algérie, vous l'Algérie, vous avez 2,382 millions, 2 millions environ 400 000 km². Mais nous, Alliance des États du Sahel, nous avons 2 800 000 km². Si nous avons 2 800 000 km², nous sommes la plus grande puissance en termes de territoire. Parce que j'aimerais rappeler au passage la taille de la République démocratique du Congo, RD Congo superficie, parce que c'est aussi l'un des plus grands États qu'il y ait au monde. La RDC, voilà, la RDC est placée juste après l'Algérie. La RDC a quoi en superficie? Je rappelle la superficie de la RDC, 2 345 410 km². Donc, ni l'Algérie, ni la République démocratique du Congo n'atteignent la taille de l'Alliance des États du Sahel. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga commence par rappeler aux Algériens que l'Alliance des États du Sahel a une superficie supérieure à l'Algérie. Que l'Alliance des États du Sahel est la plus grande puissance étatique du continent africain. Ça, c'est un. Le deuxième rappel qui est fait à l'Algérie, c'est que l'AES, là, a des réserves en richesse naturelle qui sont supérieures à celles de l'Algérie et qui sont plus variées que celles de l'Algérie. Le troisième rappel qui est fait à l'Algérie, dans le cadre de cette stratégie démonstrative, argumentative, c'est que la puissance de la natalité africaine de l'AES est avérée. C'est plus de 75 millions d'habitants avec une population immensément jeune, c'est-à-dire capable de se reproduire et de donner du fil à retordre à n'importe quelle puissance sur la Terre. Le quatrième élément qui est important dans cette description de l'AES, c'est de dire que l'AES a décidé de mettre en commun ses moyens économiques, de mettre en commun ses moyens militaires, de mettre en commun ses moyens diplomatiques. L'AES a décidé de mettre en commun ses moyens stratégiques. L'AES possède désormais une armée confédérale. Donc, en réalité, le message qui est adressé à l'Algérie, c'est de dire, attention, vous avez affaire à une puissance supérieure, potentiellement à la vôtre, sur tous les plans. Sur le plan territorial, sur le plan du potentiel économique, supérieur à vous sur le plan géostratégique, géopolitique, supérieur potentiellement à vous si vous tenez et si vous tentez d'engager contre nous une guerre frontale. Car nous avons une population plus à même de vous combattre que la vôtre ne peut nous combattre. Voilà ce que rappelle Abdoulaye Maïga à l'Algérie. Maintenant, quand il veut insister
sur l'Algérie, il va s'intéresser à 3 actes. 3 actes que l'Algérie a posés. 3 actes terribles posés par l'Algérie. Et je voudrais ici les rappeler en tenant devant moi le discours. Alors, quel est le premier acte que l'Algérie a posé contre le Mali et qui est souligné ici? C'est l'attaque lâche et perfide ayant visé les forces armées maliennes à Tinzaouaten, qui s'est déroulée à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga rappelle que cette attaque a été préparée depuis l'Algérie. L'attaque de fin juillet 2024 à Tinzaouaten est en réalité une attaque algérienne. Car les assaillants terroristes se sont préparés depuis la Tinzaouaten algérienne pour entrer dans la Tinzaouaten malienne. C'est une attaque de l'Algérie. Et ici, le Premier ministre soulignait l'hypocrisie algérienne qui a consisté à faire comme si elle n'avait pas vu les terroristes s'armer dans son territoire et pénétrer le territoire malien. Citation, troublant pour un pays qui a été désigné comme champion de l'Union africaine de la lutte contre le terrorisme et qui est devenu ces dernières années champion de la promotion du terrorisme et exportateur de terroristes. Fin de citation. Le deuxième acte qui est souligné contre l'Algérie, c'est le drone malien abattu dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Et ici, Abdoulaye Maïga mobilise un argument implacable contre le Mali, c'est l'argument des lois de la physique. Comment est-il possible qu'on prétende que le drone malien a été abattu en territoire algérien, alors que tous les débris de ce drone ont été retrouvés en territoire malien? Si le drone malien a été abattu en territoire algérien, comment expliquer que les débris de ce drone se retrouvent entièrement à l'intérieur du territoire malien et à 30 km à l'intérieur de ce territoire? Abdoulaye Maïga met au défi les dirigeants algériens, le régime corrompu, la mafia, la junte algérienne de Tebboune, comme il le dit. Il la met au défi de démontrer qu'un drone malien abattu en territoire algérien peut se retrouver en pièces détachées entièrement dans le territoire malien, et cela à plus de 30 km de la frontière entre les deux pays. Qu'ils viennent donc à la Cour internationale de justice démontrer cela. Je cite le texte ici. Le Mali est troublé par la thèse de la junte algérienne, défiant les lois de la physique et suivant laquelle un objet abattu dans l'air est capable de se déplacer à partir de son point de chute sur 22 km, puis de se retrouver sur le territoire malien. En effet, il est utile de souligner que les débris du drone malien se sont retrouvés sur le territoire malien, validant ainsi nos arguments. C'est-à-dire que l'Algérie, en fait, elle savait qu'elle était coincée par les lois de la physique. Et que si elle était venue à la Cour internationale de justice, elle aurait été humiliée. La démonstration malienne était imparable. On ne peut pas avoir abattu un drone en territoire algérien et en retrouver tous les débris en territoire malien, à plus de 22 km à l'intérieur du territoire. À moins de penser que le drone abattu volait encore. Ce qui est juste incroyable. Soit il a été abattu et il est tombé, soit il n'a pas été abattu et il n'est pas tombé. Parce que être abattu, c'est tomber. Le troisième fait qui est rappelé ici, c'est la polémique qui a été créée à un moment donné par M. Ahmed Attaf, d'ailleurs qui a été habillé pour tout l'hiver par les dirigeants du Mali, ministre donc des Affaires étrangères algérien. Il a prétendu que le gouvernement malien n'avait pas introduit une requête contre l'Algérie à propos de la destruction de ce drone le 4 septembre 2025 devant la Cour internationale de justice. Ici, le docteur en droit de l'université Abdoulaye Maïga donne juste une petite leçon sur la logique des instances judiciaires. Eh bien, à Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie de la junte algérienne. Je vous fais remarquer ici que l'expression junte algérienne est une simple réciprocité que le Mali sert désormais à l'Algérie. L'Algérie qui s'est permis d'adopter le vocabulaire néocolonialiste français contre le Mali, eh bien, l'Algérie se fait servir son propre langage. Pour ma part, j'avais même proposé que le régime algérien soit appelé une Camorra, une mafia de narcotrafiquants et de terroristes abjects. Alors, le Mali leur rend simplement leur procédé. Ce sont eux qui ont commencé à appeler le gouvernement malien junte. Et on verra l'effet qu'il y a quand on les traite comme ils traitent les autres. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fassent. Eh bien, les dirigeants algériens, désormais, c'est la junte algérienne
Et c'est le mot d'ordre sur les réseaux sociaux, la junte d'Abdelmajid Tebboune. Alors, ici, Ahmed Attaf, le ministre algérien des Affaires étrangères, prétend que le Mali aurait menti quand il a dit que sa requête a été introduite le 4 septembre. Et que la requête du Mali n'aurait été introduite qu'après, lui, sa conférence de presse du 13 septembre. C'est une stupidité. Lui rappelle le premier ministre du Mali, le docteur en droit et général de division, Abdoulaye Maïga. C'est que, eh bien, M. Attaf, sachez qu'on peut introduire une instance le 4 septembre devant une cour internationale de justice. Cela ne veut pas dire que cette instance sera validée immédiatement par la cour. La procédure d'introduction d'instance peut prendre un temps plus long après la date d'introduction formelle de cette instance. En effet, le Mali s'est adressé par une requête dès le 4 septembre à la Cour internationale de justice. Cela est prouvé et la Cour internationale de justice ne peut pas le nier. Cela étant dit, la Cour internationale de justice a admis de manière non officielle désormais cette requête à partir du 16 septembre, ce qui ne remet pas en cause le fait qu'elle ait été introduite le 4. Mais c'est à partir du 16 que la saisine a été révélée par un communiqué non officiel de la Cour internationale de justice. Et mieux, la Cour internationale de justice a ajouté que pour que cette requête prospère, le droit appliqué à cette Cour prévoyait que l'Algérie accepte de daigner se soumettre au débat, à la joute oratoire, à la confrontation des preuves. Si l'Algérie fuyait la confrontation des preuves, ce qui était déjà à craindre par la CIJ, alors le procès ne serait pas ouvert, parce que pour qu'un procès soit ouvert à la Cour internationale de justice, les deux parties doivent accepter de se soumettre à la logique juridique. Or, l'Algérie, sachant qu'elle a tort, la junte algérienne, sachant qu'elle a tort, a refusé de prendre le risque de se faire déculotter. Tout naturellement, devant la Cour internationale de justice, elle a refusé de se soumettre à la confrontation. Donc, voilà les trois arguments. Voilà les trois faits sur la base desquels le Mali constate une volonté de belligérance accrue de l'Algérie envers lui. Et à ce moment, le Mali fait donc remarquer à l'Algérie qu'il y a peut-être une erreur d'appréciation sur la nature profonde du peuple malien, sur la nature profonde des Sahéliens. Abdoulaye Maïga invite les dirigeants algériens à mener une enquête anthropologique sur les valeurs de la civilisation malienne, qui est une civilisation plus ancienne que la civilisation algérienne. Il ne faut pas oublier que les populations algériennes actuelles sont issues de l'immigration des Arabes du Moyen-Orient vers l'Afrique du Nord, qui était initialement et essentiellement une terre des Noirs. Ils sont là depuis le XVIIe, XVIIIe siècle. Les Arabes qui peuplent actuellement l'Algérie ne sont pas les populations autochtones originaires de l'Algérie. Tout le continent africain est la terre originaire des Noirs. Cela, c'est un peuple récent. C'est un peuple, comme on dirait chez moi au Cameroun, le peuple algérien. C'est un peuple qui n'a pas 200 ans, il n'a pas 300 ans, comme tel. D'accord? Et le Mali lui rappelle que lui, il est un peuple multimillénaire et qu'il a des valeurs de civilisation qui font l'intrépidité de ces hommes et de ces femmes. Mieux, le Mali rappelle à l'Algérie, nous sommes indépendants, nous sommes devenus indépendants grâce à notre propre combat. Alors que vous n'auriez pas pu être indépendant si nous ne vous avions pas aidé. L'Algérie doit sa souveraineté au Mali, mais la réciproque n'est pas vraie. Le Mali ne doit pas sa souveraineté à l'Algérie. Pour que l'Algérie soit, il a fallu que le Mali œuvra pour elle. Que le Mali lui servit de base arrière pour combattre le colonialisme français. L'inverse envers le Mali n'est pas vrai. Donc le Mali rappelle déjà cela. Si vous avez eu besoin de nous pour être autonome, souvenez-vous que ça veut dire que nous avons des valeurs de civilisation probablement supérieures aux vôtres. Parce que si vos valeurs de civilisation étaient aussi fortes que cela, eh bien, vous n'auriez pas eu besoin de nous. Vous avez eu besoin de nous parce que vous avez reconnu que sur ce point, nous étions plus outillés que vous et plus forts que vous. Donc, la leçon à l'Algérie est donc de respecter le Mali en tant que terre de grande civilisation, de prendre conscience de la supériorité du potentiel de l'AES et de se le tenir pour dit. Par 3 fois dit-il à l'Algérie, là, je cite le texte, ici, voilà, il est dit ici,
Donc voilà, au regard de ces 3 points insolites, le Mali recommande à la junte algérienne d'une part de faire sienne cette citation d'Amadou Hampâté Bâ dans Vie et enseignement de Thierno Bokar, le sage de Badiangara, qui dit ceci: certaines vérités ne nous paraissent invraisemblables que, tout simplement parce que notre connaissance ne les atteint pas. Fin de citation. Que signifie cette phrase d'Amadou Hampâté Bâ? C'est que l'Algérie ne sait pas à qui elle a affaire. Elle n'a pas pris la peine de mesurer, elle n'a pas pris la peine de comprendre la dimension à laquelle se situe précisément le Mali. Le Mali se situe dans une dimension de civilisation très ancienne, multimillénaire, civilisation qui a confiance en ses propres racines et qui a confiance en sa résilience et en sa résistance contre toutes les adversités. C'est cette dimension que l'Algérie a négligée. Elle s'est contentée de l'apparence du Mali, déstabilisée par les terroristes, déstabilisé par les sécessionnistes, déstabilisé par les néocolonialistes français, déstabilisé par les impérialistes otaniens. Voilà cette apparence du Mali qui, en réalité, a trompé l'Algérie. Le Premier ministre malien parle de l'essence du Mali, de son intériorité profonde. C'est un pays indocile, c'est un pays d'insoumis. Et on commettrait une très grande erreur, comme le disait d'ailleurs, à un moment donné, l'un des plus grands écrivains de ce pays qui s'en est allé, on commettrait une très grande erreur à juger les Maliens à leur apparence. Il faut s'intéresser à leur essence, c'est-à-dire à leur capacité de résilience, à leur volonté profonde de civilisation et à leur amour de leur patrie. Et donc, d'autre part, alors, il dit aussi face aux assauts, nous ne serons pas des spectateurs. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Qu'est-ce que ça veut dire, ce deuxième point, dans la réplique à l'Algérie? C'est de dire à l'Algérie que les actes d'agression contre le Mali, ils se paieront par des actes de résistance du Mali, par des actes de réplique du Mali et de même nature. L'Algérie exporte le terrorisme, mais il faut qu'elle s'attende à ce que le terrorisme qu'elle exporte se retourne, en sanction contre elle. Le terrorisme algérien contre le Sahel va se retourner en terrorisme contre l'Algérie. L'Algérie risque bientôt d'imploser. On le voit d'ailleurs à travers la crise du système de renseignement algérien, la fuite spectaculaire, l'évasion spectaculaire d'un général qui était le directeur général du renseignement algérien. Cette évasion prouve que le système algérien vacille et qu'à tout moment on peut avoir une implosion du régime algérien. Et que l'Algérie s'expose, en continuant cette politique de mafia, de junte criminelle et terroriste, elle s'expose à une crise interne, elle s'expose à une implosion interne comparable à celle de la Libye dans les épisodes précédents. Voilà ce qu'il lui a dit. Enfin, il lui a dit une troisième chose. D'autre part, il est vivement recommandé à la junte algérienne d'organiser à Tinzaouatien en Algérie un festival international annuel dédié à l'artifice de l'intelligence humaine. Que signifie cette troisième recommandation qui est faite à l'Algérie? En fait, le Premier ministre malien fait remarquer aux Algériens qu'ils ont le sentiment d'être plus malins que tout le monde. Ils croient pouvoir manger à tous les râteliers. Ils ont au bout des lèvres une rhétorique panafricaniste qui est une trace de l'ancien FLN, véritable Front de Libération Nationale de l'Algérie, mais qui a disparu. Du bout des lèvres, ils utilisent encore le motif anticolonialiste, bien sûr, pour régler leur compte avec le colon français, ou les néocolons français. De l'autre côté, ils donnent l'impression de proposer des solutions aux crises qu'on a en Afrique. Pendant très longtemps, c'est comme ça qu'ils ont trompé une partie de la classe politique malienne avec l'accord d'Alger de 2015. Bien malheureux sont ceux qui avaient cru à cet accord, qui n'était rien d'autre qu'une ruse de l'Algérie, pour contrôler les richesses du nord du Mali à travers les terroristes et les soi-disant rebelles de l'Azawad. Donc, une fois de plus ici, le Premier ministre malien dénonce l'esprit de cet accord aujourd'hui suranné, cet accord qui a été jeté à la poubelle et qui n'aurait jamais dû être signé, cet accord qui est en fait le summum de l'intelligence, de la ruse, de la duplicité, de la perfidie de l'Algérie contre le Mali. Et c'est pour ça qu'il leur dit maintenant, les Maliens, on fait le tour de votre intelligence. Et ils savent que votre intelligence est essentiellement artificieuse. C'est une intelligence superficielle. Cette intelligence ne nous empêche pas, votre intelligence ne nous empêche pas de vous maîtriser. Mieux, implicitement, le Premier ministre malien rappelle que des jeunes Maliens ont gagné un concours international et mondial sur l'intelligence artificielle.
des jeunes Maliens ont récemment gagné un concours mondial et international en matière d'intelligence artificielle. Donc, histoire de dire aux Algériens, au Mali, nous sommes les plus forts en intelligence artificielle, mais vous, vous êtes les plus forts en intelligence d'artifice. L'intelligence d'artifice, c'est une intelligence superficielle. Ce sont des gens qui se croient malins, mais qui nagent et on voit leur dos. Alors que l'intelligence artificielle, c'est autre chose. C'est ce que le Mali maîtrise. Donc, le Mali demande à Abdelmajid Tebboune et à sa junte d'organiser un festival d'intelligence d'artifice. Pendant que le Mali, lui, gagne réellement les grands prix d'intelligence artificielle. C'est autre chose. C'est juste histoire de dire, vous vous moquez de nous parce que nous sortons d'une longue crise, mais nous vous donnons quelques années, vous aurez le temps de vous rendre compte qu'en fait, vous n'auriez jamais dû vous foutre de nous. Et c'est cette analyse qui est donnée, celle de la fermeté des peuples AES. Toujours dans l'argumentation, le Premier ministre malien, après avoir justement servi, pour ainsi dire, la soupe fadasse de l'Algérie, va s'occuper personnellement de l'individualité du chef de la diplomatie, le chef de la diplomatie algérienne. Il y a 3 mots qui me marquent ici dans la description du chef de la diplomatie algérienne. D'abord, Ahmed Attaf est présenté comme un énergumène, l'énergumène d'Alger. Pourquoi? Parce que Ahmed Attaf est connu pour ses réactions superficielles, ses réactions soupolées. C'est un individu volatile. C'est un individu au caractère instable. Et c'est un individu cyclotimique, Ahmed Attaf. On ne sait pas sur quel pied il se lève. Et on se demande même quelles sont les substances qui animent son équilibre idiosyncrasique. Donc, l'énergumène d'Alger. Un énergumène est un individu imprévisible. C'est un individu d'humeur constamment variable. En fait, c'est un individu températuriel, quoi. C'est quelqu'un qui ressemble au climat des régions méditerranéennes et notamment des régions équatoriales. Il change d'avis tout le temps. Attaf n'est pas fait pour la diplomatie. Parce qu'Attaf n'est pas le maître d'Attaf. Attaf est habité par des forces contradictoires. C'est un individu possédé. Il a des démons intérieurs qui parfois sont furieux, qui peuvent l'amener de l'hystérie à la mélancolie, de la mélancolie à la paranoïa. Il peut passer parfois de moments paranoïaques à des moments de profonde dépression. Attaf est un anxieux et parfois il est exubérant. C'est un énergumène. Alors, le mot énergumène, c'est une description de ce comportement imprévisible. Il y a un deuxième critère pour décrire Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, qui excelle tout naturellement dans les colibets contre les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel et notamment du Mali. Il a dit que c'est un autobuteur. Il faut dire que le Premier ministre malien est très fort dans les formules qui saisissent l'essence des personnalités. Permettez-moi juste de renforcer l'énergie d'une des machines qui risque de se décharger pendant que je vous parle. J'ai besoin juste de placer un chargeur. Donnez-moi un petit moment, le temps juste de vous apporter, de vous placer un chargeur, s'il vous plaît. Merci mes amis de votre compréhension. J'ai besoin de vous mettre un petit chargeur avant que nous ne soyons coupés, notamment côté TikTok. Excusez-moi. Donnez-moi juste une minute. Excusez-moi. Très bien, j'ai trouvé le bon chargeur. Excusez-moi mes chers amis. Merci de votre patience. Voilà, ça va nous éviter d'être coupés avant la fin de l'émission. Merci. Donc en fait, Attaf a une deuxième caractéristique qui a été soulignée par le Premier ministre Abdoulaye Maïga, c'est que c'est un auto-buteur. Souvenez-vous que le chameau venu de Sendou
et ayant réuni notre belle terre burkinabé de Sendou dans le but de troubler la Côte d'Ivoire et l'Afrique, Alassane Dramane Ouattara, avait déjà été caractérisé comme un auto-dribbleur, quelqu'un qui se dribble lui-même, avec notamment son fameux 3e mandat anticonstitutionnel. Là, pour Attaf, eh bien, le docteur général de division Abdoulaye Maïga trouve la formule de l'auto-buteur. Et c'est le roi de l'auto-gol. En fait, chaque fois qu'Attaf parle, il fait du tort à l'Algérie. Parce qu'en fait, il est imprudent. C'est quelqu'un dont les mots sont des boomerangs. Ces mots lui reviennent toujours sous la forme d'un pain sur la gueule. Attaf, c'est monsieur la gaffe. Oui! Attaf, c'est monsieur la gaffe. Donc, Abdoulaye Maïga l'appelle l'auto-buteur, c'est-à-dire celui qui enfonce de jour en jour l'Algérie dans les tourments, les tourbillons de la crise diplomatique permanente. Regardez seulement le rôle de cet Attaf-là dans la détérioration des rapports entre l'Algérie et le Maroc. Sans excès, on peut dire qu'une bonne partie des problèmes qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc s'est aggravée depuis qu'Attaf est le chef de la diplomatie algérienne. Parce que Attaf pète un câble tous les jours. Attaf jette de l'huile sur le feu avec le Maroc tous les jours. Attaf est un individu tellement susceptible que c'est-à-dire que la moindre contrariété en rapport avec le Maroc est transformée à chaque fois en un épisode déchirant où il risque même littéralement de brûler les deux pays. Voilà Attaf. Donc c'est un individu auto-buteur. Et là, le Premier ministre Abdoulaye Maïga va recourir à un mot, à un terme de la langue malienne pour décrire les mouilleurs, c'est-à-dire les joueurs nuisibles à leur équipe. Hein? Il y avait un joueur qui jouait à Manchester United, comme ça, on l'appelait Maguire. Il est l'objet d'une séance homérique au Parlement ghanéen. Un député ghanéen qui voulait décrire le travail de Nana Akufo-Addo pour faire tomber le Ghana a pris l'image de Maguire. Maguire, c'est un joueur qui arrivait à Manchester United. Tout le monde l'avait annoncé comme un très grand joueur. Le gars a commencé la saison. Il a marqué un nombre incalculable de buts dans toutes les positions à son propre gardien. Au point que Maguire était craint, surtout par sa propre équipe. Les adversaires ne le craignaient pas. Quand Maguire n'était pas aligné par Manchester United, les adversaires étaient fâchés. Ils suppliaient pratiquement le coach adverse. Où est votre gars là qui nous aide souvent? Celui qui marque les buts pour nous. Maguire a marqué par la nuque, il a marqué par talonnade, il a marqué par reprise de volée dans son propre but. Le gars a failli être meilleur buteur de l'année en marquant essentiellement contre son propre camp. Et c'est cette image de Maguire qui avait été prise pour appliquer à Nana Akufo-Addo qui plusieurs fois a conduit le Ghana à la faillite économique. Eh bien, cette image-là est appliquée à Attaf. Attaf, c'est le Maguire de l'Algérie. Auto-buteur, auto-goal. C'est-à-dire que c'est le gars qui troue littéralement les filets de l'Algérie à la première occasion. Enfin, donc, la troisième image, c'est un mot de la langue malienne. On l'appelle donc le yabé. Alors, yabé, vraiment, si tu es yabé là, vraiment, c'est difficile pour toi de jouer l'après-midi, même n'importe où ici à Bamako. Vous voyez, les yabé, vraiment, même le banc de touche, on ne veut pas qu'ils s'asseyent dessus. C'est des joueurs qui sont dangereux pour leur équipe, quoi. On ne peut pas monter une vraie compétition avec des yabés. Si vous prenez des yabés, c'est que vous ne voulez pas gagner le match. Il y a même des joueurs, quand un yabé entre, lui, il sort. Et dit donc, c'est bon, j'ai compris. Vous voulez jouer pour perdre, je m'en vais. Donc, Attaf, le qualificatif de yabé, là, ça veut dire que c'est le joueur le plus indésirable par toutes les équipes. Quand on partage les matchs l'après-midi, là, ici à Bamako, quand on partage les équipes pour jouer, là, le yabé, c'est le joueur que personne ne veut. Même cadeau. Même le joueur qui dit, je vais me tenir à côté des poteaux pour empêcher que le ballon passe, on dit non, pardon. Aie pitié de nous, reste dehors. Yabé, c'est ça qu'il est. Donc, ici, il y a vraiment une charge ciblée sur Ahmed Attaf, parce que Ahmed Attaf a passé beaucoup de temps à s'acharner contre le Mali. Il a pris un plaisir fou à dire n'importe quoi sur le Mali, croyant en réalité que la réciproque ne viendrait pas. Malheureusement, ceci lui tombe dessus. Alors, toujours sur le plan de l'argumentation, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a rappelé que le Mali est disposé à prouver toutes les accusations lourdes qu'il a formulées contre l'Ukraine, contre la France et contre l'Algérie devant toutes les instances qui seraient appropriées pour cela parce que le Mali a accumulé toutes ces preuves. Et maintenant, je viens
pour moi, au troisième aspect du contenu de ce discours. J'ai dit que ce discours était un discours descriptif. J'ai dit que c'était un discours argumentatif. Mais j'ai aussi dit qu'à la fin, c'est un discours invocatif. Alors, qu'est-ce qui fait l'invocation dans ce discours? Qui est-ce qui est invoqué dans ce discours? D'abord, ce qui est invoqué, c'est l'ensemble des Africaines et des Africains qui sont épris de souveraineté, épris de liberté, de dignité, et qui se reconnaissent dans l'idéologie panafricaniste. Le mot panafricaniste est revenu plusieurs fois dans l'allocution. Le panafricanisme est donc l'idéologie de la libération sahélienne. Mais je rappelle ici que panafricanisme signifie combat pour la respectabilité des populations africaines sur tous les continents. L'Alliance des États du Sahel se revendique de l'idéologie panafricaniste, non pas simplement pour le continent africain, mais pour toutes les Africaines et les Africains sur toute la Terre. Il faut comprendre que l'idéologie panafricaniste n'est pas une idéologie restreinte au continent africain. Il y a un panafricanisme en Amérique. Il y a un panafricanisme en Europe. Il y a un panafricanisme en Asie. Comme il y a un panafricanisme en Afrique. Et tous ces panafricanismes renvoient à la même lutte pour accéder à la respectabilité des humanités africaines sur toute la surface de la Terre. Pan, dans panafricanisme, ne renvoie pas seulement au continent africain, contrairement à ce que certains ignorants en matière idéologique pensent. Pan renvoie à toute la Terre. Être panafricaniste, c'est vouloir que les Africains du monde entier soient respectés, quel que soit le pays dont ils sont citoyens, que leur dignité ne soit pas bafouée et que les affres de la traite négrière, de la colonisation, la néocolonisation et l'impérialisme ne les blessent plus jamais. C'est ça le panafricanisme, une conscience universelle. C'est ce qui est d'abord invoqué ici. La deuxième chose qui est invoquée, c'est la foi en l'intelligence, la foi dans le courage, la foi dans le combat. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga insiste sur le fait que l'Alliance des États du Sahel, les Africains ne supplient pas l'Occident. L'Alliance des États du Sahel, les Africains, debout au nom de l'idéologie panafricaniste, ne comptent ni sur la Banque mondiale, ni sur le FMI, ni sur les clubs de Londres, de Paris, de Washington, de Bruxelles. On ne compte pas sur la pitié du monde pour exister. Nous, Africains déterminés, à être respectés en ce temps. Le Premier ministre invoque ici la souveraineté africaine comme étant un credo. Parce que c'est la condition de notre respectabilité que nous ayons confiance en nous-mêmes. Et puis, l'invocation, c'est une troisième dimension. C'est la dimension spirituelle de l'engagement des Africains. La civilisation africaine n'est pas athée. L'athéisme est impossible dans la civilisation africaine. Pourquoi? Parce que les grands Africains de l'histoire, les grands sages de l'Afrique, ont toujours su qu'aucune intelligence humaine ne peut surpasser l'intelligence du principe de l'être suprême. Celui que nous appelons Dieu, que d'autres appellent Allah, etc., celui-là est toujours plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Et quand nous agissons, c'est toujours avec l'humilité de ne pas nous prendre pour le Créateur, mais de nous reconnaître comme des créatures. Il y a une humilité profonde de la grande civilisation africaine et cette humilité est le fondement de notre foi. Nous savons que nous sommes des âmes, c'est-à-dire des créatures divines en préparation vers la vie surnaturelle infinie, si tout se passe selon la volonté du Tout-Puissant. Les Africains n'ont pas peur des Occidentaux, des Asiatiques, des Moyen-Orientaux. Ils n'ont peur de personne parce que les Africains se savent fils et filles de Dieu. Et il n'y a de Dieu que Dieu. Voilà les trois niveaux de l'invocation. Invocation du panafricanisme, invocation du souverainisme, invocation de la foi en Dieu Tout-Puissant, très miséricordieux. Dieu Tout-Puissant, le Créateur absolu, celui par qui nous sommes, en qui nous sommes et vers qui nous allons en tant qu'âme, c'est-à-dire étincelle de sa propre personne surnaturelle.
Voilà les 3 niveaux où le discours s'est situé pour atteindre son summum dans non seulement les insistances traditionnelles de la fin, mais surtout dans les 4 bénédictions que voici. Que Dieu bénisse la Confédération des États du Sahel et préserve son peuple des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse le monde et préserve l'humanité entière des forces obscurantistes et destructrices du monde. En réalité, le Premier ministre malien, sur le fondement du panafricanisme, du souverainisme et de la tradition spirituelle africaine, entend le combat politique de ce temps comme un combat entre les forces du bien et celles du mal, entre les forces des ténèbres et de la domination de la matière et les forces de l'esprit, celles qui appellent à la liberté, à la dignité, à la prospérité partagée et à la grande loi d'amour. Nous ne sommes pas simplement dans un conflit politique, dans un conflit économique, nous ne sommes pas seulement dans un conflit, on va dire, social ou culturel, nous sommes dans un combat spirituel pour la civilisation humaine. Si les forces qui tiennent aujourd'hui en otage l'Occident, si les forces qui ont exploité et ravagé l'Afrique depuis 600 ans venaient à continuer à triompher, le Premier ministre Abdoulaye Maïga nous dit que c'est l'espèce humaine elle-même qui serait menacée. Ce qui serait menacé, c'est carrément toute l'Afrique. Ce qui serait menacé, c'est carrément tout le Mali. Ce qui serait menacé, c'est carrément toute l'AES. Nous n'avons pas le droit de céder à ces forces obscurantistes parce que cette vie infinie que nous avons reçue et que nous avons à transmettre est sacrée. La lutte est donc sacrée. Le combat est, de ce point de vue, non négociable. Le combat, c'est la vie. Voilà pour moi les 3 grands moments de ce discours que je voulais commenter ce soir et pour lequel je tiens à remercier les plus hautes autorités de l'Alliance des États du Sahel, à la tête desquelles le président confédéral de l'AES, le président Assimi Goïta, général d'armée, chef de l'État de la République du Mali, président de la transition, le président du Faso, son Excellence Ibrahim Traoré, capitaine d'armée, le président de la République du Niger, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani. C'est par la confiance faite à la parole orthogonale d'Abdoulaye Maïga, Premier ministre du Mali, que nous avons vécu cette excellente journée du 26 septembre 2025. Que faut-il attendre après ce discours? Ce qu'il faut attendre après ce discours, c'est la montée en puissance de l'AES, qui s'affirme désormais comme une grande puissance régionale et potentiellement comme la plus grande puissance africaine. Que faut-il attendre? L'émergence de la nouvelle monnaie sahélienne, dont la banque d'investissement qui a été mise en place est l'annonce. Que faut-il attendre? Le redoublement de l'adversité des ennemis de l'Afrique, l'instrumentalisation du terrorisme pour essayer de freiner les plans souverainistes. Que faut-il attendre? L'inexorable succès des luttes africaines contre les despotes soumis au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Que faut-il attendre? Je vous le dis et j'insiste, l'effondrement des puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales, à commencer par l'effondrement de la puissance néocolonialiste française qui se déroule devant nos yeux de façon imparable. Voilà ce à quoi il faut s'attendre. Il faut se préparer à lutter et à lutter encore pour transmettre à nos enfants un monde meilleur que celui que nous avons reçu de nos parents. Et Besséméla, bénis soient les plus hautes autorités de l'Alliance des États du Sahel, bénis soient les peuples sahéliens, bénis soient les peuples africains. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonne entrée en week-end. Attrapez, qu'est-ce que c'est?